Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vous le savez très bien, l'économie mondiale est durement touchée par les affres de la Covid-19 et chaque région, chaque pays tente de se doter de moyens nécessaires pour la relance économique. Et au Bénin, le gouvernement a pris cette semaine une batterie de mesures à caractère social et économique. L'objectif est d'apporter une bouffée d'oxygène aux acteurs économiques. Alors, pour analyser la pertinence de ce plan de soutien du gouvernement, nous recevons ce soir dans cette émission le deuxième vice-président du Conseil national du patronat. Régis Fassia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter de venir dans notre émission. C'est moi qui vous remercie. J'avais bien envie de vous demander, mais comment avez-vous ressenti coronavirus ? Vous savez, comme la plupart des personnes qui vivent sur la planète Terre, avec beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, et effectivement, ça a quand même permis de comprendre que la plupart, je dirais, des théories dogmatiques ont été naturellement en si peu de temps remises en cause. Alors, personnellement, avez-vous eu peur de coronavirus ? Je pense que ce serait prétentieux de dire qu'on n'a pas eu peur du coronavirus. Je pense que la plupart des personnes, je dirais, ont eu autour d'eux des personnes qui ont été contaminées ou qui ont été proches de personnes contaminées. Et c'est vrai que non seulement on a eu peur pour nous, peur pour nos vies, mais aussi peur pour nos activités économiques. Alors, Régis Fassia, nous allons faire un tour à la régie. Cette semaine, comme je l'ai dit, le gouvernement s'est doté d'une panoplie de mesures. Alors, nous allons suivre ici une séance d'explication du gouvernement. Ces mesures ont été annoncées au moment où nous sommes prêts. Face aux acteurs des médias, le ministre d'État chargé du plan a exposé les mesures d'atténuation des effets socio-économiques liés à la pandémie du Covid-19, évaluées à un peu plus de 74 milliards de francs CFA. Ces mesures s'articulent en trois grands points. D'abord, un soutien d'un montant de 63 milliards à peu près au profit des entreprises, surtout les PME. La deuxième batterie de mesures est purement sociale et porte sur un montant d'à peu près 5 milliards destinés aux artisans et aux petits métiers. Enfin, il y a une troisième catégorie de mesures sociales qui porte une subvention de portée générale, donc qui s'applique à tout le monde, tous ceux qui paient des factures d'électricité. Le gouvernement envisage également une subvention particulière pour les extrêmes pauvres et les pauvres. Un peu plus tard, lorsque nous aurons fini une identification complète, bien avant ces mesures, il y avait un plan de riposte sanitaire salué un peu partout. Une fois encore, donc, notre génie a parlé et c'est dans cet esprit de clairvoyance, d'efficacité et de réalisme qu'aujourd'hui, les mesures sociales que nous allons discuter ont été annoncées après le Conseil des ministres hier. Les attentes étaient très fortes au niveau des personnes touchées par les effets de la crise. Dans une énumération détaillée, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a précisé le profil des principaux bénéficiaires pour ce qui est du volet social. Environ 55 000 personnes sont déjà ciblées à l'issue du recensement effectué sur la plateforme digitale ouverte à cet effet. Alors depuis le 25 avril dernier, nous avons eu, au niveau des affaires sociales, à procéder à une opération de recensement. Donc, il s'agissait des conducteurs de taxibus, ce que nous appelons communément les topa-topa, les conducteurs de taxis transfrontaliers, intervilles, etc., les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et autres, certains corps de métier des artisans tels que les coiffeurs, coiffeuses, couturières et autres. Toutes ces personnes ont pu se faire enregistrer pendant une période de 2 semaines. Il y a eu une prolongation à la suite de l'instruction du chef de l'État et l'inscription a pu se faire en ligne sur le site allogosocialgroup.bj. Il y avait des formulaires papier pour ceux qui ne pouvaient pas s'enregistrer directement sur Internet. Donc, c'est pour dire que toute l'étendue du territoire a été considérée et nous avons à peu près 69,7% d'informels, ça fait à peu près 2/3 de l'échantillon et 1/3 de formels. La démarche méthodique a été poursuivie ensuite pour l'attribution aussi des subventions à cette cible. Et je peux dire aussi que le chef de l'État a souhaité que des minima soient retenus pour éviter que certains acteurs ne bénéficient de subventions dérisoires. Au total, nous avons
pu mettre à disposition pour le formel 2 milliards 146 millions, pour l'informel identifié 1 milliard 598 millions et pour l'informel non identifié 1 milliard 235 millions, ce qui fait le total des 4 milliards 979 millions. Dans les mesures d'atténuation des effets économiques, les 63 milliards de francs CFA mobilisés au profit des entreprises ont été répartis suivant certaines modalités. Nous avons fait des consultations depuis le mois de mars, sur les mois de mars, avril et mai, avec les différents acteurs économiques qui sont concernés en première ligne par les conséquences de cette pandémie. À l'issue de ces consultations, nous avons fait des constats. Le constat, c'est que quand on prend une entreprise qui a subi des conséquences liées donc, à la crise, et on regarde dans son compte d'exploitation, il y a un certain nombre de charges qui pèsent donc sur l'exploitation de cette entreprise, nonobstant le fait que les activités aient ralenti ou même parfois été totalement suspendues. La première ligne de charge, c'est vraiment les charges de salaire. Des entreprises ont continué à payer des salaires, à payer les charges sociales sur ces salaires, les impôts sur ces salaires, alors même que l'activité a été ralentie, voire suspendue. Donc pour l'ensemble des entreprises ciblées par ces mesures, il a été retenu que l'État les compense en remboursant 70% des charges de salaire avec les impôts et charges sociales liées à ces salaires, et ce pour une période de 3 mois. En regardant toujours le compte d'exploitation des entreprises, il y a d'autres lignes de dépenses qui pèsent sur ces acteurs pour lesquels l'État a décidé d'agir. En plus de ce soutien direct aux 3 unités de production, une ligne de crédit à taux zéro d'intérêt est laissée à la disposition des entreprises qui vont exprimer des besoins de crédit. Au-delà de ces mesures directes, il y a la mesure phare. La mesure phare parce qu'elle préfigure la nouvelle dynamique et le nouveau soutien que l'État entend porter aux entreprises. Il s'agit de la mise en place d'une ligne de crédit de 100 milliards à taux zéro, adossée à un fonds de bonification de 30 milliards. Ça veut dire quoi? Très simplement. Ça veut dire que grâce à ce dispositif, les PME, les entreprises, pourront aller soit vers les SFD, les structures de microfinance, soit vers les banques, et demander à obtenir un crédit. S'agissant des banques, ce crédit peut aller jusqu'à 3 ans, à un taux de 0%. C'est-à-dire que les entreprises vont auprès de leurs banquiers traditionnels, font la demande de crédit, le dossier est étudié, les dossiers sont envoyés au niveau du gouvernement pour la prise en charge des frais de dossier et des taux, ce qui permet aux entreprises de pouvoir bénéficier donc d'un crédit à 0% sur une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. De la même manière, pour soutenir les toutes petites micro-entreprises et les structures sollicitant généralement les microfinances, les entités de microfinance, le même dispositif s'applique. Donc, les demandeurs de crédit vont vers leur structure de microfinance, demandent le crédit et le même processus est mis en place via le Fonds national microfinance pour que l'État prenne en charge les frais de dossier et bonifie donc les taux d'intérêt. À quand la mise en œuvre concrète de ces mesures et pourquoi n'avoir pas agi un peu plus tôt? Dans le feu roulant des échanges, les acteurs de la presse n'ont pas tari de questions. Ils ont voulu aussi en savoir un peu plus sur les chances de succès d'une telle opération. Aujourd'hui, nous estimons que les chances de succès de cette opération sont fortes. On n'a pas identifié les secteurs au hasard. On n'a pas identifié les montants au hasard. Il y a beaucoup de travail qui a été investi dans l'approche. Pour ceux qui voient derrière cette opération des visées électoralistes, la riposte vient du ministre en charge de l'économie et des finances. Si on avait des visées électoralistes, on aurait fait comme tout le monde, on aurait annoncé quelque chose en avril. Je vous rappelle qu'en mai, on était aux élections municipales. Justement, si on avait cette intention, on aurait, comme d'autres pays, lancé une vaste opération de transfert monétaire, dit, bon, on donne à chacun 30 000 francs, 50 000 francs, et là, je vous assure qu'il y aurait peut-être eu de l'effet. Mais ce n'est pas le style du gouvernement de Patrice Talon. Les actions, les réformes, les investissements sont déconnectés de tout agenda politique. Le ministre d'État chargé du plan abonde dans le même sens. Ces mesures hautement sociales sont motivées par le seul souci d'alléger le plus possible les peines des populations durement affectées par les effets de la crise. Selon les émissaires du gouvernement, ces mesures contenues dans le plan de soutien économique sont de nature à soulager les plus fragiles et à relancer l'économie. Régis Fassia, comment avez-vous apprécié ces mesures prises par le gouvernement? Alors déjà,
Permettez-moi de repartir au début de la pandémie. Vous savez, lorsque la pandémie a commencé, pendant que la plupart des pays autour de nous, que ce soit en Afrique ou ailleurs, confinaient, eh bien, le Bénin a opté pour ne pas confiner. Alors, le fait de n'avoir pas confiné et d'avoir mis en place ce qu'on appelle des cordons sanitaires, ça a permis un tant soit peu aux entreprises de continuer à opérer, à travailler, notamment les couches du secteur informel. Eh bien, c'est extrêmement important que nous puissions continuer, tant bien que mal, à continuer à travailler. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que dans le souci de régler la question de la quatorzaine, eh bien, les pouvoirs publics ont réquisitionné des hôtels, de façon à ce qu'on puisse confiner les personnes qui venaient de l'étranger. Le fait de réquisitionner des hôtels permet à ces hôtels-là, dans un contexte où ils n'avaient plus d'activité, eh bien de continuer à opérer. Et ça a été aussi une façon pour eux de pouvoir continuer à mener leurs activités un tant soit peu. Alors, l'autre point que j'ai observé, ça a été la non-fermeture de nos aéroports. Vous savez, moi je suis dans le métier, donc je suis très bien placé pour en parler. Du fait que les aéroports soient restés ouverts, eh bien ça a permis aussi, un tant soit peu, bien évidemment, de continuer à mener nos opérations aéroportuaires aussi bien en import qu'en export. L'ensemble de ces mesures était déjà source de résilience pour la plupart des opérateurs économiques, notamment les personnes du secteur informel, qui sont des mesures extrêmement fortes, qui sont des mesures qui ne touchent pas que le secteur privé, mais des mesures qui prennent en compte l'ensemble de ce qu'on appelle des CSP, des catégories socio-professionnelles. Et lorsqu'on regarde cette batterie de mesures qui a été prise, on constate de façon objective, je veux dire, là on n'est pas dans de la conjecture, on est dans du factuel, que le gouvernement a fait preuve de pragmatisme et à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, et le secteur privé ne peut que se réjouir de cela. Alors, Régis Fassia, au nombre de ces mesures, il y a ce qu'on appelle la mesure phare, la ligne de crédit de 100 milliards. Qu'est-ce qu'elle peut concrètement apporter au secteur privé ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la finance, mais pour ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, la plupart des entreprises que nous dirigeons ont souvent des problèmes de trésorerie. Et la façon la plus simple, je dirais la plus évidente aujourd'hui d'avoir accès à la trésorerie, c'est l'emprunt. Alors, l'une des mesures phares du gouvernement, qui est absolument originale et très, très novatrice, c'est que les banques, par définition, n'ont pas pour vocation de faire de la philanthropie. Lorsqu'une banque vous fait un prêt, c'est à des taux d'intérêt, et c'est de ça justement qu'elles vivent. Alors, dans le cas d'espèce, eh bien, le gouvernement a décidé de prendre à sa charge eh bien, l'intégralité des intérêts que les banques devraient en principe porter sur le crédit des entreprises. Eh bien, ça va permettre justement à beaucoup d'entreprises d'avoir accès au crédit à taux zéro. Alors, lorsqu'on parle de taux zéro, ça ne veut pas dire que l'emprunt est gratuit en termes de taux d'intérêt. Ça veut simplement dire que c'est le gouvernement qui prendra à sa charge eh bien, l'intégralité des taux d'intérêt. Et nous savons très bien que dans nos pays de la zone UEMOA, les taux d'intérêt varient entre 6, 7, 8, même parfois jusqu'à 10%. Donc, c'est une mesure extrêmement importante, extrêmement forte, qui permettra aussi au secteur privé de pouvoir mobiliser de la trésorerie à injecter dans son système financier. Alors, Régis Fassia, je voudrais vraiment revenir sur un aspect important, l'effet surprise de cette crise. Est-ce que vous y attendiez au niveau du secteur privé ? Écoutez, je pense que même les scientifiques les plus avertis ne s'attendaient pas du tout à l'effet surprise de cette pandémie, pas plus que, je dirais, même les États les plus avancés. Donc il est évident que eh bien, cette pandémie nous est tombée sur la tête. Et ce qui a fait l'originalité du Bénin, c'est que nous avons fait preuve vraiment de pragmatisme, le gouvernement en l'occurrence, et surtout de prendre la mesure de ne pas aller à la précipitation, de faire les choses posément, de prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement en face, je dirais, de ce que le secteur privé peut véritablement reconduire son activité et continuer à développer son économie. C'est vrai que le gouvernement vient donc de prendre des mesures, mais en termes d'évaluation, quelle est l'ampleur des dégâts au niveau des entreprises ? Pour vous qui êtes chef d'entreprise, par exemple. C'est vrai que je n'ai pas les données statistiques pour quantifier
de façon objective l'ampleur des dégâts. Mais il est évident que du point de vue microéconomique, lorsque vous prenez certains secteurs d'activité, lorsque vous prenez par exemple l'hôtellerie, la restauration, le transport de personnes, tout ce qui est agence de voyage et bien d'autres corporations, il est évident que ça a eu de gros impacts en termes de dégâts. Maintenant, lorsqu'on regarde du point de vue macroéconomique, le ministre d'État l'a évoqué dans son allocution, eh bien, en termes de prévision de croissance économique, eh bien, au titre de 2020, nous estimions être à 7,6%. En raison de cette pandémie, les prévisions ont été revues à la baisse, allant à 3,5%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que la création de richesses dans notre pays a été réduite de moitié. Et n'oubliez pas que dans la plupart de nos pays, notamment dans notre pays, le Bénin, l'État est toujours le fournisseur et le client du secteur privé. Ça veut dire que moins l'État a de la ressource, moins elle pourra injecter dans le secteur privé. Et naturellement, ça va impacter sur l'activité du secteur privé. Donc, je pense que globalement, l'ampleur du dégât, aussi bien sur le plan macro que sur le plan micro, a été extrêmement forte. C'est pour cela que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, que nous saluons, ont véritablement été à la mesure de la gravité de cette pandémie. Alors, est-ce que cette crise a fini par, disons, mettre à nu les faiblesses ou les dysfonctionnements du secteur privé, par exemple, dans toutes ses composantes? Enfin, je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous voulez insinuer par mettre à nu, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'étions pas préparés à affronter cette crise. Et c'est là ce qu'on appelle le rôle de l'État régalien. Et ça n'aurait pas été justement l'ensemble des mesures que le gouvernement a pris déjà dès le départ, en refusant de confiner, donc en permettant aux entreprises de continuer à opérer, et ensuite en ayant mis en place toutes ces mesures extrêmement importantes. Eh bien, je pense que du fait du rôle régalien que l'État a joué, eh bien, ça a permis aux entreprises de pouvoir aujourd'hui continuer à opérer librement et correctement. Mais est-ce que Covid-19 peut être aussi une opportunité pour le secteur privé dans le sens d'innovation et de diversification des activités et de votre fonctionnement? Bien évidemment, je pense que cette crise a permis à beaucoup d'entreprises, à beaucoup d'employeurs de remesurer, je dirais, les stratégies d'approche par rapport à leurs activités. Et je pense que cette crise-là nous permettra, je dirais, de mieux redimensionner nos activités, de mieux restructurer nos activités et surtout d'être en adéquation avec la mise en place de l'ensemble des choses que les pouvoirs publics auraient mis en place. Alors, Régis Fassia, vous faites partie donc du Conseil national du patronat, vous en êtes le deuxième vice-président. Alors, à la suite donc du gouvernement, des mesures gouvernementales, le plan de soutien du gouvernement, vous avez fait une sortie médiatique, je parle du Conseil national du patronat, pour apporter votre soutien à ces mesures et surtout faire une proposition, la mise en place par exemple d'une commission tripartite. Nous allons retourner à la régie pour suivre une séquence donc de cette conférence de presse. Le mémorandum du Conseil national du patronat soumis au gouvernement le 21 avril pour soutenir les entreprises touchées par le coronavirus a reçu un écho favorable. Et depuis ce 10 juin, des mesures sociales ont été prises en Conseil des ministres. Il s'agit premièrement d'un soutien d'un montant de 63,38 milliards au profit des entreprises. Cette dotation est destinée à la prise en charge, selon le cas, de 70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de 3 mois, y compris pour les sociétés de transport de personnes, au remboursement des crédits de TVA qui pesaient sur les entreprises, à l'exonération du paiement de la taxe des véhicules à moteur et à sa conversion en crédit d'impôt au titre de l'année 21 pour ceux qui ont déjà payé, à la prise en charge des loyers commerciaux sur 3 mois au profit des agences de voyage déclarées. À ces mesures s'ajoute la prise en charge intégrale des factures d'électricité sur une période de 3 mois pour les hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de francs CFA. Et plus important encore, une ligne de crédit de 100 milliards de francs CFA. Vous avez
la mise en place d'un fonds de bonification de 30 milliards destiné à payer entièrement les intérêts, les charges financières des PME et PME au niveau des banques. Pour cela, les banques auront à mettre en place une ligne de financement de 100 milliards. Et vous savez, c'est une première dans toute la sous-région ouest africaine, d'autant plus que ces mesures permettent aussi de continuer par faire fonctionner l'activité au niveau du pays, de faire fonctionner les banques, de manière à ce que la reprise puisse être effective. Et c'est une ligne de financement qui est disponible pour une période de 3 ans. Pour les artisans, le gouvernement prévoit dans ces mesures sociales un appui de 4,98 milliards de francs CFA. Il y a enfin une subvention de portée générale qui prend en charge la facture d'électricité et d'eau pour un montant de plus de 5 milliards au profit des pauvres et extrêmes pauvres. Le Conseil national du Bénin, CNP Bénin, souhaite la mise en place d'un comité bipartite ou tripartite, gouvernement, organisation d'employeurs-travailleurs, pour la gestion et la mise en œuvre des mesures de relance économique dans les meilleurs délais possibles. Ces dispositions, une fois mises en application, les entreprises vont pouvoir reprendre leurs activités de façon progressive. Régis Fassia, on pourrait dire qu'à la faveur de ces mesures gouvernementales, on a pu encore entendre le patronat, le Conseil national du patronat qui entend disparu de la scène. Ah ben non, pas du tout. Je veux dire, lorsque vous dites que le patronat a disparu, absolument pas vrai. Vous savez, nous sommes dans un ensemble, je dirais, d'organisations, nous continuons à travailler normalement, mais pour autant, effectivement, tant qu'il n'y a pas lieu de médiatiser une opération ou des faits précis, eh bien, on ne le fait pas. Donc, dans le cas d'espèce, eh bien, il y a eu des mesures extrêmement fortes qui ont été initiées par le gouvernement et il se devait, pour le patronat, eh bien, non seulement de remercier, mais de véritablement se rendre compte que l'ensemble, ou du moins la plupart des mesures qui ont été prises par le gouvernement ont tenu compte du mémorandum qui a été proposé au gouvernement de la part des acteurs sociaux que nous sommes. Et c'est bien la preuve que lorsqu'on doit sortir pour dire des choses absolument importantes, eh bien on le fait. Mais souffrez qu'on ne sorte pas toutes les 5 minutes. Alors, vous aviez fait une proposition au gouvernement, la mise en place d'une commission tripartite afin de mieux suivre la mise en place de ces mesures gouvernementales. Alors en quoi consistera cette commission tripartite? Alors, permettez-moi juste d'apporter une précision. Vous savez, dès le début de la pandémie, nous avons été reçus par les membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, le ministre des Finances et puis le ministre du Commerce, pour échanger avec nous et trouver ensemble les différentes solutions qu'on pourrait apporter pour atténuer les crises que cette pandémie pourrait avoir au niveau du secteur privé. C'était le premier aspect. Ensuite, nous avons élaboré un mémorandum que nous avons fourni au gouvernement pour essayer de leur faire part de l'ensemble des doléances qui sont les nôtres. Eh bien, ces différentes actions qui ont été menées aussi bien par le gouvernement que par le secteur privé ont montré la substance du dialogue secteur privé-secteur public. D'accord ? Et ce que nous proposons, nous demandons aujourd'hui, c'est une suggestion bien évidemment, c'est de faire en sorte que nous puissions maintenir ce dialogue public-privé de façon à ce que dans le cadre de cette mesure mise en place, nous puissions véritablement ensemble voir dans quelle mesure chacun des acteurs qui sont impliqués dans la difficulté liée à cette crise puisse véritablement en tirer le meilleur bénéfice. Régis Fassia, il y a aussi le caractère inédit de ces mesures prises par le gouvernement, notamment à l'endroit des différentes composantes du secteur privé, les artisans et autres. Mais alors, justement, vous savez, c'est une grande première dans notre pays. C'est en cela que je parle de pragmatisme. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et le gouvernement du Bénin a fait preuve d'un grand pragmatisme et on ne peut que s'en réjouir. Lorsque vous regardez les mesures, eh bien, elles concernent toutes les couches de la société, de la nation. Il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle qui a été, je dirais, mise à l'écart. Il y a une cagnotte pour les artisans, il y a une cagnotte pour le secteur informel, il y a une cagnotte pour le secteur formel, il y a une cagnotte pour toutes les catégories
professionnels. Et c'est en cela que, eh bien, nous disons que dans des mesures comme celle-là, eh bien, chacun des Béninois se retrouve, et c'est justement là qu'on voit que nous sommes une nation et que ce qui est important, c'est l'intérêt général de la nation. Alors, on sait que le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et autres, ces deux secteurs ont été durement touchés par cette crise. Alors, est-ce que ces mesures sont suffisantes pour aider ce secteur à se relever? Lorsque vous parlez avec le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, parce que nous avons parlé avec eux, il est évident que, vous savez, les gens considèrent qu'il faut toujours plus. Ouais. Mais il est évident que ce qui a été fait dans le cadre quand même de leur payer un lot tribut. Dans le cadre de leur corporation, il faut quand même avouer que ce que le gouvernement leur propose est relativement importante. Et n'oubliez pas que lorsque on prend le secteur de l'hôtellerie, eh bien, avoir choisi de faire la quatorzaine et d'avoir réquisitionné des hôtels, ça aussi, c'était une première. D'accord ? La plupart des autres pays n'ont pas réquisitionné d'hôtels. C'est après qu'ils ont réquisitionné des hôtels. Donc, en réquisitionnant, on essayait de faire travailler les hôtels. Bien évidemment, ce qui leur a permis, un temps soit peu, de continuer à vivre et à respirer. Véritablement, je pense que dans un premier temps, il est important d'admettre que les mesures qui ont été prises sont assez fortes, assez pertinente et que ça va permettre au secteur privé, dans sa globalité, vraiment de prendre du souffle et de recommencer à mener son activité de création de richesses et d'emplois. Alors, Régis Fassia, est-ce qu'on peut dire que la crise est derrière nous aujourd'hui? Ah ben non, absolument pas. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait dire aujourd'hui que la crise est derrière nous, à moins d'être un magicien qui affabule. Non, je pense que la crise, non seulement elle n'est pas derrière nous, mais il faut continuer véritablement à travailler de façon à ce que ce type, je dirais, de situation soit maîtrisé, comme ça a été le cas notamment dans notre pays. Mais il est évident qu'on ne peut absolument pas dire, ce serait même extrêmement grave de dire aujourd'hui que la crise est derrière nous. Elle n'est pas du tout derrière nous. Alors, pour vous qui êtes... la crise sanitaire. Oui, évidemment. Bien sûr. Et pour vous qui êtes acteur économique, le gouvernement vient de donner un signal fort. Alors, vous, quelle sera votre partition? Vous savez, la partition du secteur privé, justement, c'est de prendre la mesure de ce que, dans un environnement économique, chacun joue son rôle. Le gouvernement a joué son rôle en mettant à notre disposition un certain nombre, je dirais, de mesures, de batteries de mesures, et il nous revient à nous aussi, eh bien, de prendre, je dirais, notre part de responsabilité, de l'assumer et de recommencer à travailler avec la même énergie, avec la même détermination pour que véritablement nous puissions construire notre pays. Mais on pourrait dire qu'avec ce gouvernement, le secteur privé est beaucoup plus chéri, parce que là, en plus des mesures avantageuses fiscales annoncées dans la loi de finances, et avec les nouvelles mesures, on pourrait dire que le secteur privé a retrouvé véritablement une oreille attentive aujourd'hui. Vous savez, l'État ne crée pas de richesse. C'est le secteur privé qui crée de la richesse. L'État ne crée pas d'emploi. C'est le secteur privé qui crée l'emploi. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, dans une perspective de redynamiser l'activité économique, eh bien, qu'on ne donne pas au secteur privé les différents outils qui lui permettront de réactiver son activité. Alors, quelles leçons pourrait-on tirer de manière substantielle de cette crise sans précédent pour le secteur économique, par exemple? La leçon que moi je tire personnellement, c'est que, vous savez, nous avons eu ce qu'on appelle des théories dogmatiques, des théories économiques, même des théories sociologiques. La leçon que je tire de cette crise à titre personnel, c'est qu'en réalité, aucune théorie dogmatique soit-elle n'est véritablement source définitive. Eh bien, il y a des situations qui permettent aujourd'hui de moduler, de revoir un peu ce qu'on a considéré comme étant vrai. Et en réalité, on se rend bien compte que dans le domaine de l'économie et même dans le domaine de la sociologie, il n'y a pas de vérité absolue. Mais on sait aujourd'hui que les certitudes sont complètement battues en brèche. Alors, c'est vrai que le secteur économique est par définition orienté vers le profit. Alors, est-ce qu'on va toujours prioriser le profit au détriment de l'humanitaire? Il est évident, dans un contexte comme celui-ci, qu'effectivement, on ne doit pas toujours rechercher le profit. Et c'est justement en recherchant le profit à outrance que ce type de pandémie arrive. Même si on ne connaît pas l'origine de la pandémie, donc en cherchant trop
l'économie, eh bien, ça peut nous emmener à ce type de situation. Et ça nous oblige aussi à respecter l'environnement. Ça nous oblige aussi à respecter un certain nombre de facteurs de production, de façon à ce que, du point de vue écologique, nous puissions commencer véritablement à opter pour un environnement beaucoup plus sain que ce que nous avons connu de par ailleurs. Alors, en attendant peut-être d'avoir des données chiffrées sur les statistiques assez pertinentes sur l'ampleur des dégâts, le manque à gagner, alors pour des entreprises comme les vôtres, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de saignée ? De toute évidence, vous savez, c'est vrai qu'a priori, on regarde des secteurs clés, notamment le tourisme, notamment l'hôtellerie, les stations de voyage, les entreprises de transport de personnes, les bars, certains restaurants. Bref, on a parfois tendance à cibler certains acteurs économiques parce qu'effectivement, ils ont été touchés de plein fouet. Mais au-delà de cela, la plupart des entreprises ont été touchées, les banques ont été touchées, les entreprises de prestation de services ont été touchées. Prenez une entreprise qui fait de la formation. Comment voulez-vous faire de la formation lorsqu'on vous demande de respecter les distanciations sociales? C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Prenez une entreprise qui fait, par exemple, je ne sais plus, même un artisan, c'est-à-dire une coiffeuse. Comment voulez-vous qu'une coiffeuse opère dans un contexte où on demande de respecter les distanciations sociales? Donc, je pense véritablement qu'il ne serait pas juste de cibler une certaine corporation et de penser que c'est seulement cette corporation qui a été touchée de plein fouet par la pandémie. Et d'ailleurs, je pense que lorsqu'on regarde bien l'ensemble des mesures qui ont été prises, elles n'ont pas été uniquement à l'endroit d'une corporation, mais elles ont été à l'endroit non seulement des entreprises, des artisans, mais aussi de l'ensemble de la population. Alors, Régis Fassia, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin que les bailleurs de fonds volent au secours des pays et autres. Aujourd'hui, quelle doit être la démarche, quelle doit être la mesure vers laquelle on doit plus tendre aujourd'hui à l'échelon mondial en termes de relance économique? Vous savez, je pense véritablement que dans tout environnement macroéconomique, l'accès au crédit est tout à fait normal. Donc, tant qu'un pays est crédible et que les agences de notation permettent, à travers les notes qu'on donne au pays, est crédible, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à accéder au crédit. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, effectivement, le point de vue du Bénin, notamment évoqué par le ministre des Finances, qui, dans une allocution, a expliqué les raisons pour lesquelles il ne fallait pas qu'on procède à l'annulation des dettes. Une fois encore, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il a raison en ce sens que ce n'est pas en annulant des dettes qu'on peut engranger de la liquidité dans un système économique. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de l'argent frais. C'est de l'argent qui permettrait justement de réamorcer l'activité économique au sein de nos pays. Mais est-ce que ces bailleurs sont aujourd'hui en position de nous offrir ce qu'on demande, l'argent frais? Mais tant que nous sommes... Avec la crise... Mais tant que nous sommes... De toute façon, la crise, elle a touché tout le monde. Oui. Il n'y a pas un pays qui n'a pas été touché par la crise. Je peux vous dire que tant que les pays respectent un certain nombre de critères, eh bien, il n'y a pas de raison que les bailleurs ne continuent pas d'accompagner. D'autant plus que dans une relation de bailleur, c'est toujours une relation de gagnant-gagnant. Oui. Chacun en tire son profit. Alors, le fonctionnement de certaines entreprises dans le secteur agroalimentaire, business par exemple, comment évaluer l'impact de la crise? Alors, nous avons d'abord eu une crise sanitaire. Ouais. Ensuite, la crise sanitaire s'est transformée en crise économique. Et si on n'avait pas été le gouvernement n'avait pas été extrêmement vigilant, cette crise sanitaire, cette crise économique aurait pu se transformer en crise alimentaire. Et dans le cas d'espèce, eh bien, il faut faire en sorte que la plupart des entreprises agroalimentaires puissent aussi bénéficier de l'accompagnement de l'État pour continuer à mener aussi leur activité. Je ne voudrais pas me substituer en spécialiste des questions de pandémie, et pas davantage, je ne voudrais ici, sur ce plateau, donner des leçons de qui que ce soit. Je voudrais juste vous dire qu'en réalité, nous avons vécu ce qu'on appelle une crise sanitaire. Il s'agit d'abord d'une crise sanitaire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelles que soient les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement, si nous ne mettons pas en place, nous ne respectons pas les mesures de prévention, eh bien ça n'aurait servi absolument à rien. Je pense que la prévention est extrêmement importante. Les mesures que le gouvernement a mises en place, notamment le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale et tout cet ensemble de mesures doivent être strictement respectées. Vous savez, quelles que soient les mesures du gouvernement, si nous ne respectons pas les mesures barrières, eh bien, ça n'aurait servi à pas grand-chose. Et je constate malheureusement aujourd'hui que, à tort ou à raison, on a tendance à penser qu'il y a une espèce d'accalmie, ce qui n'est pas vrai. Et lorsque moi je rentre dans une entreprise et que je vois un interlocuteur me parler sans porter de masque, lorsque je rentre dans une administration et je constate qu'il y a une personne qui me parle sans porter de masque, eh bien, je m'interroge, je m'inquiète. Et c'est là que nous devons comprendre qu'une chose est d'avoir un gouvernement qui prend ses responsabilités, qui prend des mesures fortes. Une autre, c'est d'avoir une population qui respecte les règles, qui est disciplinée et qui comprend aujourd'hui que chaque fois que quelqu'un ne respectera pas les règles sanitaires mises en place pour la prévention, eh bien non seulement elle met sa vie en danger, mais elle met aussi la vie de l'autre en danger. Et cette pandémie nous a montré que la vie était précieuse et qu'elle méritait d'être vécue. La question, par exemple, du dialogue public-privé, c'est peut-être l'occasion de le renforcer, n'est-ce pas? C'est pour cela justement que nous avons proposé justement cette commission paritaire qui nous permettra de continuer à pouvoir dialoguer avec les voies publiques. Le mot de fin, c'est simplement d'exhorter la plupart des personnes qui sont dans nos entreprises ou ailleurs de respecter les barrières, les mesures barrières, de porter les masques. Vous savez, quelle que soit, je dirais, la détermination du gouvernement à accompagner, eh bien si nous n'avons pas idée que c'est une crise sanitaire et que par rapport à ça, il faut adopter la prévention, eh bien, on n'arrivera pas. Je pense que tant que le ministre de la Santé n'est pas venu dans les médias nous dire que la pandémie du coronavirus est éradiquée, nous devons continuer de façon systématique à respecter les règles barrières et à porter le masque. D'ailleurs, j'avais suggéré dans le cadre d'une réunion au patronat d'envisager la mise en place d'une brigade sanitaire pour s'assurer véritablement que dans l'ensemble de nos entreprises et de nos administrations, eh bien, les règles barrières sont respectées parce que c'est de la vie de chacun qu'il s'agit. Merci Régis Fassia, deuxième vice-président du Conseil national du patronat. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain.